Bonjour charmante personne. Ça fait un peu bizarre de faire cette intro vu le sujet de la vidéo, mais bon, il y a des habitudes qui sont là pour une raison. Dans cette vidéo, je veux parler de deuil. Et plus exactement, je veux parler du deuil de ma maman. Parce que ma maman est morte il y a un peu moins de 3 semaines. Je pense que quand on part vivre à l'étranger, on pense à beaucoup de choses qu'on va manquer. On pense à beaucoup de... Pour certains d'entre nous, on pense à nos parents qui sont vieillissants. Et quand moi je suis partie vivre au Canada il y a 4 mois, c'est sûr que j'ai pensé à le fait que je partais vivre à l'étranger et que sur le long terme, quand ma mère aurait des soucis, je ne pourrais pas être là. Notamment, à un moment donné, elle est tombée et elle s'est cassée la main. Et je me suis sentie un peu coupable de ne pas pouvoir être là pour l'aider, de ne pas pouvoir être là pour lui faire à manger, lui donner un coup de main, lui tenir compagnie, parce que ça la déprimait un peu du coup de ne pas pouvoir faire un paquet de ses activités. Tout ça, ce sont des pensées qu'on a, je pense, voilà, quand on part vivre loin de ses parents. Ce que j'avais vraiment pas anticipé, c'est que ma mère décéderait de manière brutale 4 mois après mon départ. J'ai un peu du mal à m'exprimer parce que je pense que Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je veux parler de mon processus, parce que je veux documenter mon processus un petit peu, parce que je me dis qu'un jour peut-être j'aimerais revenir sur cette vidéo et avoir une idée de ce que je pensais à ce moment-là. Je me dis aussi peut-être que ça peut aider d'autres personnes qui traversent le deuil d'un parent. Évidemment, je parle de mes circonstances de vie à moi, mais je pense que peut-être d'autres personnes pourront se reconnaître dans ce que j'exprime. Toujours dit que voilà la situation. J'ai 27 ans et ma mère vient de décéder à 66 ans d'un accident de voiture. Et je pense qu'un truc sur lequel je reste bloquée depuis que je l'ai appris il y a 3 semaines, c'est l'absurdité de la chose. Ma mère était une grande hypocondriaque, notamment avait une peur panique du cancer. Sa propre mère était morte d'un cancer quand elle avait 66 ans. Son frère avait eu un cancer, il n'est pas mort de ça, il est mort noyé. Il est mort dans sa fin de cinquantaine noyé, mais pas d'un cancer. Enfin, en tout cas, elle avait beaucoup d'anxiété autour de sa santé. Et du coup, forcément, je pense que c'était aussi dans ma tête, évidemment, enfin, c'était ça le plus gros risque pour elle. C'était quelque chose qui m'inquiétait beaucoup, c'est à ça que je pensais. Et en même temps, ça m'inquiétait pas non plus des masses, parce que je me disais, elle fait tellement attention à sa santé, elle va tellement voir le médecin pour tout, elle se fait vérifier super régulièrement pour tous les cancers. Ma mère fumait pas, buvait pas, enfin buvait pas. Elle buvait un peu, mais elle buvait pas de manière excessive. En général, pour son âge, était très en forme, se maintenait bien, enfin, était très jeune dans sa tête. Du coup, il y a encore quelques semaines, un mois maintenant, un peu plus d'un mois maintenant j'imagine, je lui disais que de toute façon, elle nous enterrerait tous. Moi, ma perspective, c'était vraiment, elle est tellement stressée de trucs de sa santé qu'elle dit tout ça, mais en vrai, elle sera encore là dans 30 ans. Elle va passer le cap des 90 ans, enfin, on a le temps. Je viens de partir au Canada, donc elle n'est pas encore venue me rendre visite ici. Voilà, j'ai déménagé ici, mais elle n'a pas pu encore venir, mais du coup, on parlait de quand elle viendrait. Moi, je pensais tout le temps, quand elle va venir, je vais lui faire visiter ça, je vais lui faire visiter ça. Quand je testais un nouvel endroit, un restaurant ou un café, je me disais, peut-être que ça ma mère, ça pourrait lui plaire. Je pensais au genre d'itinéraire que je lui ferais faire quand elle serait là. Je pensais à est-ce qu'elle aurait trop froid, comment est-ce que le temps le plairait. Quand on a emménagé cet appartement, on a beaucoup discuté avec ma copine de comment on allait organiser les pièces pour qu'on ait un peu une chambre d'amis. Et quand on en parlait, c'était évident qu'une
qu'une personne qui nous rendrait visite dans l'année et qui ensuite continuera à nous rendre visite tous les ans, c'était ma mère. Et j'ai l'impression que le tapis m'a été tiré de sous les pieds, quoi. C'est... Il y a un gros vide. Je pense qu'on pense jamais à un accident de voiture. C'est tellement con. C'est tellement con. Du coup, j'ai dû rentrer en France. J'ai appris la nouvelle le dimanche matin. Je me suis complètement effondrée en position fœtale, sanglot complet, enfin... complètement incohérente pendant 1 heure et demie. Ensuite, j'ai commencé à voir pour le fait que j'allais rentrer en France pour m'occuper de toutes les affaires de ma mère. Parce que voilà, les 2 parents de ma mère étaient décédés, sont décédés, son frère est décédé, je suis sa seule enfant, ma mère était divorcée par Marnier, donc tout repose... J'allais dire reposait, mais repose toujours sur moi, parce que je suis encore en plein dans tous les trucs administratifs, je suis encore dans tous ces trucs-là. Faire des décisions pour les funérailles de quelqu'un, c'est assez particulier. En général, j'avais un assez bon sens du genre de choses que ma mère voudrait pour ses funérailles. Quand j'étais pas sûre, je demandais à ses amis ou à son compagnon. Et à chaque fois que j'ai demandé, quand j'ai dit aux gens, en fait, je suis pas sûre sur telle chose, mais je pensais à telle urne, je pensais à telle fleur. À chaque fois que j'avais ce genre d'idée et que je proposais aux gens qui étaient aussi proches de ma mère, les gens avaient toujours un peu les larmes aux yeux et me disaient que c'était totalement elle. Et donc j'ai une forme de fierté de me dire, je pense que je connaissais ma mère, je pense que je lui ai organisé des funérailles dignes de ce nom. Je pense que c'était des bonnes funérailles. Je pense que c'est bizarre que je fasse cette vidéo aussi parce que les gens font ce genre de vidéo pour pleurer dans les caméras, non? Et le jour où je l'ai appris, j'ai pleuré. Et ensuite, j'ai pas vraiment pleuré jusqu'au jour des funérailles. J'ai eu les larmes aux yeux par moments. J'étais émotionnellement triste. Mais j'ai beaucoup parlé de ma mère et j'ai beaucoup parlé de plein de trucs faciles ou difficiles. Et j'ai pas repleuré avant ses funérailles. J'ai pleuré pour ses funérailles. Et depuis, j'ai pas repleuré. Cette semaine, ça a été difficile de retourner au boulot. Je pense que pareil, ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé sur quand quelqu'un meurt. Bah voilà, donc là en l'occurrence, je suis rentrée en France en urgence, j'ai dû m'occuper de tant de trucs, j'ai pris 2 semaines de congé. Mon boulot a été super compréhensif, ils ont été vraiment cool par rapport à ça. Mais j'avais pas pensé à l'après en fait. Pendant que j'étais en France, les gens me demandaient souvent quand est-ce que je vais rentrer au Canada. Je leur disais bah je pense que je vais rentrer, voilà. J'avais une date de 2 semaines après être arrivée. Parce que j'avais envie de reprendre ma vie, parce que j'avais envie de pas rester dans cet espace qui n'existait qu'autour de sa mort. Pendant que j'étais en France, j'étais chez ma mère, ce que d'ailleurs beaucoup de gens trouvaient bizarre, beaucoup de gens m'ont proposé de venir chez eux. Moi, comme chez ma mère, ça avait été aussi chez moi, ça me paraissait naturel d'au moins essayer d'aller là-bas. Comme en plus, j'aurais tous les papiers dont j'aurais besoin pour plein de trucs. Je pense que c'était vraiment le bon choix pour moi. Je me suis pas sentie trop... Je pense pas que c'était trop dur d'être chez elle. Ce qui était surtout dur d'être chez elle, c'était le fait que c'était le bordel. Et qu'on a dû faire beaucoup de rangements. Ma copine m'a beaucoup aidée, on a dû faire beaucoup de tri. Même pas forcément beaucoup de tri, mais juste ranger un peu le bordel. Et nettoyer. La quantité de choses que les parents accumulent. On en parle de la quantité de choses qui s'accumulent. Et ils jettent pas. Et après, nous, on se retrouve à gérer... Ça c'est un truc où j'étais en colère contre elle, limite. Parce que je t'aimais la quantité de choses dans cette maison dont t'aurais pu te débarrasser, dans cet appartement. Déjà même pas une maison, juste un appartement. Mais la quantité de trucs, de bouquins, d'objets, de choses... Je pense que tu savais même pas qu'elles étaient là, tu savais même plus qu'elles étaient là, tu t'en es jamais servi. Mais tu disais qu'un jour tu t'en servirais, donc c'était là. Un mur entier de boîtes de médicaments. Enfin, quand je parle d'hypocondrie, vraiment, hein,
pourquoi est-ce qu'on en était là? Et pourquoi du coup moi je me retrouve à devoir gérer ce bordel? Ma mère avait vidé la maison de mes grands-parents, la maison familiale, l'année dernière. Alors du coup depuis elle essaie de vendre un peu petit à petit la vaissellerie, les meubles, mais finalement tout est arrivé chez elle. Enfin, toute sa moitié des choses est arrivée chez elle. C'est une brocante, c'est un antiquaire. Et du coup, moi là pendant ces 2 semaines en France, j'avais pas le temps de m'occuper de ça. J'ai fait le choix, franchement, de pas m'occuper trop de ça. De faire le strict minimum. Pour que nous, ça soit vivable pendant les 2 semaines où on était là-bas. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir que je revienne. Que je retourne en France pour vider l'appart. Et le vendre. Ça, pareil, c'est des choix, je pense qu'il y a des... Il y a des gens pour lesquels c'était évident que j'allais vendre l'appartement de ma mère. Il y a des gens que je pense que ça les choque, ça les a choqués, que je sache directement que j'allais vendre et pas garder. Je pense qu'il y a des gens qui se disent « Ah, mais au moins par principe, tu vas pas le dire tout de suite. » Enfin, là encore, je suis pas pressée de le vendre et c'est pas comme si je voulais... Je veux pas me débarrasser de l'image de ma mère. Mais j'habite plus là. C'était chez moi quand j'étais ado. Je suis partie depuis longtemps. Je ne vois pas l'intérêt de le garder. J'habite plus là. J'habite dans un autre pays, j'habite sur un autre continent. En général, c'est un truc avec lequel je galère un peu. C'est les attentes que les gens ont vis-à-vis de mon deuil. Les gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, j'ai l'impression, ont une image spécifique de ce à quoi ça doit ressembler un deuil. Ma mère était une femme... C'est tellement bizarre de dire ça. C'est tellement putain de bizarre de dire ça. C'était quelqu'un de haut en couleur. C'était quelqu'un qui vivait très fort. C'était quelqu'un qui était bourré d'anxiété, de contradictions, mais aussi de joie, de soif de connaissance, d'excitation pour le monde qui l'entourait, de curiosité. Et c'est essentiellement elle qui m'a élevée. On avait une relation fusionnelle à la base, qui a ensuite été très conflictuelle, mais sur lequel on a beaucoup travaillé pour être proches. Enfin bref, on avait quand même une relation mère-fille très proche. Et donc je pense que parce que notre relation était si proche, parce que c'est si soudain, les gens se sont vraiment attendus à ce que je m'effondre. Et le fait que je passe un peu en mode gestion de projet une fois que j'étais en France, que je passe vraiment en mode je vais m'occuper des choses, je vais faire le nécessaire, le minimum nécessaire pour que une fois que je sois au Canada, je puisse respirer et que j'ai pas la trouille de putain, j'ai tellement de choses à faire en France que dont j'ai pas pu m'occuper. Pas mal de gens n'ont pas compris. Il y a un stress de l'administratif qui est énorme. Et j'ai voulu l'alléger pour moi en faisant beaucoup pendant que j'étais en France. Et le fait que je me concentre là-dessus et sur l'organisation des funérailles. Et pas juste que je sois posée à pleurer. Ça a dérangé des gens. La plupart de mes proches sont venus à ma rencontre, se sont adaptés à ce dont moi j'avais besoin, ont ri avec moi quand j'avais besoin de rire, ont été tristes avec moi quand j'avais besoin d'être triste. Mais je sens que pour certaines personnes, il y a une bonne manière de gérer la mort. Et qui est pas la mienne. Et c'est quelque chose avec laquelle je me débat un peu. Le truc qui me rend le plus triste, en fait, c'est que je me sens beaucoup plus seule. Ma mère était la personne qui était la plus intéressée par moi, quelque part, qui s'intéressait le plus à ma vie, qui avait le plus d'intérêt total et inconditionnel pour ce qui se passait dans ma vie, pour les choses que je faisais, que je voyais, pour les séries que je regardais. Quand je devais recommander quelque chose à quelqu'un, quand j'avais envie de raconter quelque chose qui m'était arrivé, c'était une personne qui serait toujours intéressée. Évidemment, j'ai des amis qui sont intéressés et que j'aime très fort et qui m'aiment très fort, mais
je peux pas tout leur raconter, ils trouvaient ça chiant. Et je racontais pas non plus tout à ma mère, mais je savais que si je voulais lui raconter quelque chose, elle aurait envie. Et je savais aussi que on a tous des vies très occupées, et mes amis, voilà, ont des vies très occupées avec toutes leurs priorités. Et je sais que dans la vie de ma mère, j'étais une priorité une vraie priorité. Et il y a une vraie solitude à savoir que je peux plus compter sur ça. Il y a un sentiment de dérive un peu. Quand j'ai appris que ma mère était décédée, l'une des premières images qui m'est venue en tête, c'était comme une carte du monde avec des cordes qui me relient du Canada à la France. Comme si j'étais sur un continent qui risquait d'être à la dérive et qu'il y avait des cordes qui me raccrochaient. Peut-être pas à la dérive, mais des lignes que je pouvais utiliser pour rentrer. Des liens d'ancrage. Comme si j'étais une montgolfière. Et ce que je fais, c'est super cool, je vole haut, mais c'est important aussi d'avoir des moyens de redescendre. Mais du coup, c'est sur cette représentation d'une carte. Et la sensation que j'avais en apprenant le décès de ma mère, c'était qu'une de ces cordes avait lâché. Qu'un lien profond qui me rattachait à la France, qui me rattachait à mon histoire, qui me rattachait à là d'où je viens, qui me rattachait du coup à une part de mon identité, était perdue. Et je sais que tout ça, je l'ai en moi. Et c'est quelque chose que j'ai dit à son discours de funérailles, et c'est quelque chose que j'ai répété dans tout le processus d'organiser ses obsèques. C'est qu'il y avait quelques trucs qui étaient importants pour moi, mais dans l'essentiel, de toute façon, elle était déjà partie. De ce que je comprends, elle est partie le moment où le camion les a percutés. Elle avait aucune chance à partir de là, c'était fini. Je suis pas croyante, donc c'est très personnel. Je ne crois pas en une vie après la mort, je ne crois pas en une réincarnation, je ne crois pas que les âmes continuent ou aillent ou que ce soit. C'est possible, hein, j'en ai aucune idée, mais je n'y crois pas activement. Mais ce qui pour moi est évident, c'est que tous les gens qui l'ont connue portent en eux une partie d'elle. Si quelqu'un a croisé le chemin de ma mère, lui a parlé, cette personne porte en elle le souvenir de ma mère, le souvenir d'un aspect de personnalité de ma mère, le souvenir d'un moment de vie de ma mère, et donc la vie de ma mère. Et de cette façon-là, on a tous les gens qui sont partis avec nous. Et son histoire va continuer à vivre à travers moi qui raconterai les histoires qu'elle m'a racontées. À travers la mémoire que je vais faire passer. Et j'ai les larmes aux yeux parce que je sais pas forcément si je vais avoir des enfants, c'est pas sûr à ce stade. Mais le compagnon de ma mère m'a dit qu'elle avait vraiment hâte d'être grand-mère. Et qu'elle parlait de prendre l'avion depuis la France pour venir me voir et rencontrer ses petits-enfants. Que c'était vraiment un truc, voilà, où elle disait qu'un jour, elle prendrait l'avion pour aller rencontrer son petit-fils ou sa petite-fille. Et c'était pas quelque chose dont elle m'avait parlé, parce que je pense qu'elle voulait pas mettre trop de pression sur les enfants, etc. Et franchement, quand il m'a dit ça, ça m'a un peu brisé. Que j'ai des enfants ou pas, enfin,
les grands événements de ma vie qui vont continuer maintenant, elle sera pas là. Quand je me marierai, elle sera pas là. Quand j'achèterai mon premier appartement, elle sera pas là. Quand j'aurai une promotion importante au taf, elle sera pas là. Quand je me ferai virer, si un jour je me fais virer, elle sera pas là. Et ça, c'est des moments de ma vie où moi j'aurais aimé qu'elle soit là, mais elle aussi, elle avait des moments où elle aurait aimé être là, qu'elle aurait aimé voir. À travers cette anecdote aussi, du fait qu'elle parlait de prendre l'avion pour venir rencontrer son petit-fils, sa petite-fille, moi, ce que j'ai aussi ressenti, c'est l'acceptation totale du fait que je faisais ma vie à l'étranger. C'est-à-dire que pour tous les conflits qu'on a pu avoir sur plein d'autres choses, et sur toutes les fois où j'ai eu la sensation qu'elle voulait contrôler ma vie, et contrôler comment je me sentais, comment je percevais les choses, parce que c'est pas une relation qui était parfaite ou quoi que ce soit, il y a toujours eu une acceptation de mes choix par rapport à ça. Le fait que je veuille partir à l'étranger, ce genre de choix, elle ne les a pas empêchés, elle ne les a jamais bloqués, elle les a acceptés. Et donc je vois à travers cette anecdote le fait qu'elle acceptait le fait que si jamais j'avais des enfants, ça serait probablement à l'étranger. Et qu'il faudrait qu'elle prenne l'avion pour aller leur rendre visite. Et c'était quelque chose qui du coup, elle avait hâte de ce moment. J'étais tellement sûre de pas pleurer que j'ai pas pris de mouchoir pour filmer cette vidéo. C'était vraiment une très mauvaise idée. Cette semaine, au boulot, les gens... En fait, pas qu'au boulot, en général, les gens qui savent me demandent comment ça va avec... Enfin, d'abord me disent toutes leurs condoléances et toute leur sympathie. Et c'est sympa, c'est adorable, j'apprécie, mais en même temps... Qu'est-ce que j'en fais de vos condoléances? Qu'est-ce que j'en fais de vos sympathies? Ça change rien. Je pense que les gens qui m'ont donné leur sympathie et leurs condoléances, qui ont perdu un parent, ça je prends. J'avoue que les gens qui n'ont pas perdu un parent, j'ai du mal. Et c'est pas juste, hein. Je sais, parce que les gens ont la même sincérité, mais je ne reçois pas leur sincérité de la même manière. Les gens qui me présentent leurs condoléances et où je sens, où ils me disent qu'ils ont eux-mêmes perdu un parent, je sens dans leurs condoléances, dans leur sympathie, je sens un moment de communion dans la douleur. Je sens quelque chose de partagé. Dans les autres personnes qui me présentent leurs condoléances, je ressens de la pitié, je ressens de la gêne. Ou alors, dans de rares cas, je sens l'envie d'être juste là pour moi. Et de toute façon, même la pitié et la gêne, c'est pas vraiment ça qu'ils ressentent. J'en sais rien de ce qu'ils ressentent. C'est mon interprétation, évidemment, j'en sais putain de rien. Mais... c'est juste là où j'en suis, du coup, c'est ce que je vais dire. Voilà, vous savez quoi? À ce stade, je dis juste ce que je ressens, je dis juste ce que je pense. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est incorrect? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est comme ça que je le vis. Il y a les gens, du coup, qui me présentent leurs condoléances et qui me demandent comment je vais, d'un ton plein de sympathie. Il y a les gens qui me demandent comment je vais sans savoir. Et je sais pas comment répondre à la question. Comment je vais? Parce que si je dis que je vais bien, alors si la personne... franchement, si la personne sait pas que ma mère est morte et j'ai pas forcément envie de lui dire, je dis juste je vais bien et je vais pas m'emmerder. Mais si la personne sait que ma mère est morte et que je dis je vais bien, je sens qu'on sait tous les deux que c'est faux, ou alors la personne en face est en mode non mais vraiment comment ça va? Je dis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que j'ai dit à tout le monde et ce que je pense qui est le plus vrai, c'est je vais bien vu les circonstances. Je vais au mieux que je peux vu la situation. Parce que je pense que c'est la chose la plus vraie. Je fonctionne. Le début de semaine a été difficile, j'ai eu du mal à travailler. La fin de semaine, j'ai réussi à m'y remettre. Voilà, mais dans l'ensemble, j'arrive à travailler maintenant. Je dors, je mange, je fais des choses avec des gens. Voilà, là ce soir, je suis sortie. Je ne vais pas mal. Je pense pas aller terriblement mal. Mais est-ce que je vais bien? Il y a un spectre entre les deux. Et je vis actuellement dans ce spectre. Je vis dans le spectre où si je suis juste posée à ne rien faire, seule avec mes pensées,
c'est un trou de tristesse. C'est un trou noir de tristesse qui absorbe absolument tout. Du coup, c'était la difficulté que j'ai eue en début de semaine quand j'ai repris le boulot, c'est que toutes les tâches qui demandent un peu de concentration, il faut juste se poser et réfléchir. Mon cerveau était là, on peut pas réfléchir. Si on s'arrête pour réfléchir, on va s'entendre penser et on va juste tomber dans le trou noir. Donc il faut qu'on se concentre sur plein d'activités, sur plein de choses concrètes pour pas se laisser absorber par le trou noir. Et je sais qu'il y a des gens qui diront que le trou noir, c'est le deuil dont j'ai besoin de faire. Et qu'il faut que je me laisse tomber dans le trou noir. Pas forcément, non. Non, en fait. Je peux ressentir de la douleur et ressentir la tristesse sans juste tomber dans un trou noir. En tout cas, c'est comme ça que je le sens actuellement. On va dire que mon état par défaut, on a tous un peu un état neutre qui est différent. Selon nos tempéraments, selon plein de choses, selon aussi les moments de la vie. Je pense que pendant longtemps, mon état neutre était relativement anxieux, stressé, voire carrément dépressif. Quand j'étais adolescente et jeune adulte. Avec les années, je l'ai remonté à un niveau où, franchement, ces 2 dernières années, et notamment cette dernière année, depuis avril de l'année dernière, il y avait un truc, il y avait eu un déclic en moi où j'avais trouvé, c'est tellement cliché de dire ça, mais une forme de paix intérieure, pas forcément de paix intérieure, putain c'est tellement cliché comme expression, je déteste, mais de sentiment d'ancrage. Il y avait quelque chose en moi qui était calme, qui était ancré, qui avait confiance dans le fait, dans l'avenir en général. Et mon état neutre était relativement positif, relativement heureux. J'avais des hauts et des bas, mais le défaut était relativement bon. Maintenant, le défaut est triste. Et c'est un triste qui vire facilement à la colère. C'est un triste qui vire facilement à la frustration. C'est un triste où j'ai envie de hurler à la terre entière de faire attention à moi et de prendre soin de moi et qu'il faut me ménager parce que c'est difficile, et en même temps qui veut que le monde entier me foute la paix et me parle pas, et en même temps qui veut que les choses soient comme avant et que tu sois heureux, et qui en même temps ne supporte pas le fait que les choses reprennent comme avant et que la normalité soit là. C'est tout et c'est rien, c'est bourré de contradictions. Et j'arrive à rire, j'arrive à avoir des moments heureux, mais ensuite je retourne à cet état-là. Je filme aussi cette vidéo maintenant parce que ma compagne a été d'une aide énorme. Énorme au cours des 3 dernières semaines. Vraiment, je sais pas comment j'aurais fait sans elle. Elle est rentrée avec moi depuis le Canada jusqu'à la France. Elle m'a accompagnée à travers tout. Et ce week-end, elle est pas là. Du coup, depuis le décès de ma mère, il y a un peu moins de 3 semaines, c'est la première fois que je vais passer une soirée seule. Je pense que je vais activer un mode distraction à coup de série assez élevé. J'ai 27 ans. Ma mère est morte il y a 3 semaines. Et j'ai encore toute ma vie devant moi. J'ai l'impression d'avoir glissé dans une réalité parallèle, où du coup mon âge n'est pas vraiment mon âge, ma vie n'est pas vraiment ma vie, le temps n'a plus la même signification. Mais c'est ma vie, et elle va continuer. Et j'avais envie de laisser une trace de ce moment là où je suis, de ce que je ressens là tout de suite. Et je sais même pas encore vraiment si je vais poster cette vidéo, franchement, mais si je la poste, c'est parce que j'espère qu'elle rencontrera d'autres personnes qui ont vécu la même douleur, qui vivent actuellement la même douleur. J'espère qu'elle rencontrera des gens qui ont envie d'entendre ce que c'est, qui sont prêts à entendre ce que c'est. J'aimerais beaucoup lire d'autres témoignages de gens qui traversent ou ont traversé quelque chose de similaire. Parce que c'est une chose qui m'ancre beaucoup.
c'est de partager avec d'autres personnes qui ont traversé quelque chose de similaire. Voilà. J'espère, je pense, je vais voir, mais j'aimerais bien filmer d'autres vidéos dans ce genre. Alors peut-être avec un peu de chance, pas aussi décousu et où je pleure autant, mais faire un peu un carnet des émotions qui vont se produire, des étapes qui vont se passer, un carnet du deuil, un journal intime du processus, un journal de bord. Journal de bord d'un navire, j'allais dire en perdition, pas en perdition, juste un navire qui fait de son mieux. Un navire qui est un peu dans le brouillard là tout de suite, mais qui essaye. Et je pense qu'on va laisser là-dessus. Si j'ai effectivement publié cette vidéo et vous êtes en train de la regarder, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous allez bien, ou du mieux que vous pouvez aller, compte tenu des circonstances. On fait tous de notre mieux, et à la prochaine.